Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et si nos réseaux sociaux préférés, Google, Amazon, Facebook et Twitter, X dirons-nous, étaient des obstacles à notre liberté d'expression? Eh bien c'est le constat opéré par le gouvernement de Donald Trump qui va s'attaquer aux géants de la tech pour démanteler ce que l'on appelle le cartel de la censure. Alors comment les GAFAM contrarient la liberté d'expression américaine? Quels moyens Donald Trump va-t-il mettre en œuvre pour s'y opposer? Et jusqu'où sommes-nous concernés en tant que citoyens français? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec notre invité. Le numérique pour tous spécial cartel de la censure. C'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec nous aujourd'hui, monsieur Fabrice Eppelboin. Fabrice, bonjour. Vous êtes serial entrepreneur et enseignant à Sciences Po. Et pour commencer, comme on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous, qu'est-ce que le cartel de la censure? On est tous concernés, mais on ne le sait pas forcément. C'est un élément de langage qui sort de la bouche de Donald Trump et de son équipe et qui désigne tout un écosystème qui a depuis grosso modo 2017-2018 mis en place un système de censure, notamment sur les réseaux sociaux, et qui est composé pour partie d'éléments du gouvernement, de gens qui sortent du FBI, du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, de tout un tas d'endroits au sein du gouvernement américain, d'ONG qui luttent contre la désinformation, la mésinformation, le complotisme, ce genre de choses, et qui ont tendance à aller plus loin que leur mission initiale. Typiquement d'entités universitaires, de laboratoires de recherche. Et puis des fameux GAFAM, essentiellement les GAFAM, les réseaux sociaux, qui ont mis en place une censure assez drastique qui a donné des dérives, notamment pendant et après le Covid, absolument spectaculaires. Alors peut-être donnez-nous 2-3 exemples qui fait que en fait, nous sommes concernés par cette information qui est diffusée par ces fameux GAFAM. On est concernés parce qu'on est une colonie américaine, tout bêtement. L'espace social francophone se déroule sur des terres qui sont soit américaines, soit chinoises en matière de TikTok, mais il n'y a pas de réseaux sociaux français. Et donc tout le tissu social français repose, pour ce qui est de son pendant digital, et il est de plus en plus important, sur des technologies américaines, dans une extraterritorialité américaine, dans un espace que le DSA avait pour ambition de réguler. Le DSA, c'est le règlement européen qui régule la modération, avait pour ambition de réguler sur un niveau local européen, même plus micro-local national, mais le bras de fer entamé par Donald Trump et son équipe font que très clairement les Américains vont reprendre la main là-dessus. Alors Fabrice, donnez-nous 2-3 exemples très très concrets qui nous concernent, où effectivement il y aurait eu une censure, et en fait ces fameux GAFAM auraient été complices d'informations qui sont contraires à la réalité. Je pense que l'un des exemples les plus amusants, c'est le pangolin. Le pangolin qui pendant un an a été porté à bout de bras. Le fameux pangolin du Covid. Le fameux pangolin du Covid qui a été porté à bout de bras un an durant, alors que toutes les voix qui éventuellement pointaient du doigt le laboratoire de Wuhan étaient dénoncées comme d'affreux conspirationnistes. Et il a fallu beaucoup de courage de la part de tout un tas de chercheurs du CNRS pour, un an après la portée au nu du pangolin, signer une pétition collective indiquant que oui, peut-être que effectivement le laboratoire de Wuhan n'était pas non plus une hypothèse si fantaisiste que ça. Mais ce que vous voulez dire, c'est que la modération a justement encouragé une hypothèse qui est une hypothèse totalement erronée. Elle n'a pas encouragé une hypothèse, elle a porté au nu une hypothèse et éliminé toutes les autres hypothèses, et interdit toutes les communications ou banni de l'espace de la décence toute personne qui avait un avis contraire. Mais quel est l'intérêt de nous cacher une réalité et d'être complice d'un point de vue économique? Quel bénéfice en tire-t-il? Alors j'aime bien l'histoire du pangolin parce qu'on peut se réfugier derrière l'idée que le gouvernement a été pris de panique et que c'est sous l'effet d'un stress intense qu'il a complètement déraillé et qu'il n'y avait pas nécessairement d'intention maléfique derrière. Le problème, c'est que si on regarde à une plus grande échelle, on a eu effectivement sur les réseaux sociaux, typiquement sur Twitter, une élimination absolument frénétique de toute forme d'opposition. Enfin, c'était même pas de l'opposition à l'époque. Les Républicains ont été littéralement éliminés de la plateforme. Un nombre d'influenceurs républicains qui ont été désignés comme étant des complotistes russes ou des bots russes par le FBI, qui n'étaient en fait que des citoyens américains, qui avaient le tort de gagner en influence et donc d'impacter sur leur environnement. Tout ça a été éliminé de Twitter, éliminé de Facebook, éliminé de l'ensemble des réseaux sociaux, déplatformé comme on dit. Et ça a donné un résultat qui était que en 2020, quand Elon Musk a repris en main Twitter, il y avait plus que 33%
de républicains sur la plateforme, ce qui n'est pas vraiment représentatif de la population. Non mais expliquez-nous, on pousse le raisonnement jusqu'au bout, expliquez-nous quel est l'intérêt de ne pas dire la vérité, on va dire, et de masquer l'origine vraiment de cette source du Covid, si on prend cet exemple très concret. Alors, masquer l'origine, sachant qu'on n'a toujours pas de certitude sur l'origine du Covid, masquer plutôt les discussions sur l'origine du Covid. En France, typiquement, le fait que ce laboratoire de Wuhan, la France était impliquée. Le mari du ministre de la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, était impliquée, que ce laboratoire avait été inauguré par Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Donc les autorités françaises étaient impliquées dans tous les sens. Et le deal qu'il y a eu autour de la vente par la France de ce laboratoire n'était pas quelque chose qui était vraiment apporté au crédit de la France. Il n'y a rien d'a priori scandaleux, mais on n'avait pas trop envie qu'on pose des questions sur pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche en Chine plutôt que de la faire chez nous. Comment se fait-il que la recherche sur le gain de fonction, typiquement, puisse se faire en Chine alors qu'en France, c'est pas vraiment faisable. Ce que font tous les pays occidentaux, les Américains font la même chose. On a tendance à faire, loin de nos espaces législatifs, des choses qui sont invraisemblables. Et là, on est dans l'opinion, on est dans l'information, Fabrice. Non. Là, je rappelle que vos opinions n'engagent que vous, mais... On est sur le législatif, on est vraiment sur le législatif. La recherche est encadrée, notamment par des lois de bioéthique, et donc on ne peut pas faire sur le territoire français ou sur le territoire américain des choses qu'on se permet de faire ailleurs. Et dans la mesure où les chercheurs, naturellement, sont curieux, on peut difficilement reprocher ça, c'est l'essence de leur métier, certains ont tendance à aller faire ailleurs ou à passer des partenariats avec des pays qui se permettent des choses qu'on ne se permet pas en France. C'est toutes ces questions-là qu'on a étouffées avec un système de censure en profitant du pangolin qui était à la fois quelque chose de très visuel, très représentatif. On trouvait des images et tout d'un coup on pouvait imposer une version officielle, et en faisant soit taire, soit en excluant du champ de la décence sociale tous ceux qui avaient un avis contraire ou qui posaient les mauvaises questions. Alors, on va en revenir justement précisément à l'origine de ce cartel de la censure. Le gouvernement Trump a pour ambition de le démanteler. J'aimerais que vous nous expliquiez quelles sont ses motivations politiques et économiques derrière cette démarche. Ces motivations politiques, elles sont très simples. Les républicains ont été très 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 largement censurés des réseaux sociaux. Ça a été documenté une première fois à travers les Twitter Files. Les Twitter Files, c'est quand Elon Musk rachète Twitter en 2020, il ouvre les archives de Twitter, notamment les communications internes de l'entreprise, auprès d'une demi-douzaine de journalistes qui ont documenté tout un système effectivement de censure, notamment entre le FBI et Twitter pour éliminer des tas de comptes de républicains. Et puis, évidemment, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il a très clairement annoncé qu'il allait ouvrir les archives, pas seulement de Twitter, il allait faire la lumière sur tout ça. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a fait une déclaration, tout ce qu'il y a de plus officiel, devant le Sénat américain, expliquant que les révélations qu'avait fait Elon Musk à propos de cette censure étaient parfaitement exactes et qu'il s'était passé exactement la même chose chez Facebook. Et donc on peut s'attendre à une multitude de révélations dans les mois qui viennent sur la façon dont tout ça fonctionne, qui est encore un peu obscure. Les Twitter Files ont fait ont permis de défricher un peu le terrain, de comprendre un peu comment fonctionnait ce système de censure, mais on est loin, très 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 loin, d'avoir une image très claire sur la façon dont tout ça s'est déroulé. Il y a un peu un conflit d'intérêts à travers ce que vous dites, dans la mesure où Elon Musk est propriétaire du réseau X Twitter, donc il va s'auto-flageller si effectivement ces fameux GAFAM, dont fait partie Twitter X, et fait partie. Est-ce que Elon Musk va dénoncer des activités qu'il a lui-même endossées depuis quelques années ? Non, il l'a déjà fait. C'est ce qu'il a fait en achetant Twitter. Et là, l'une de ses premières actions a été d'ouvrir les archives pour montrer ce qui s'était passé et de mettre fin à ce système de modération pour passer à un autre, qui est très discutable aussi, mais qui a l'avantage de ne pas faire intervenir le FBI, de ne pas faire intervenir des ONG assez étranges. Et on voit dans les communications internes de Twitter qu'effectivement ces ONG qui sont censées lutter contre la désinformation n'ont pas toujours cet objectif. Et il a remplacé tout ça par une modération de chacun sur chacun. Ce qui donne des résultats étranges, mais en tout cas, ça donne un résultat qui est indiscutable, c'est qu'aujourd'hui, il y a autant de démocrates que de républicains sur la plateforme Twitter. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2 ans, où il y avait, grosso modo, pour faire simple,
un républicain pour 2 démocrates. Donc l'écosystème de Twitter n'est absolument pas représentatif de la population américaine. Donc Donald Trump a nommé quelqu'un du nom de Brendan Kerr, justement pour réguler tous ces réseaux sociaux. Est-ce qu'il est, ce Brendan Kerr, un défenseur de la liberté d'expression? Est-ce que justement il va porter une forme de morale dans la façon dont on peut s'exprimer? Je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça de la morale. Il va porter un respect absolu, quasi divin, au premier amendement de la Constitution américaine. Alors rappelez-le nous, Fabrice. Le premier amendement de la Constitution américaine, c'est la liberté d'expression qui est encadrée. On n'a pas le droit à la diffamation, on n'a pas le droit à tout un tas de choses. C'est pas non plus de l'absolutisme, mais on est protégé en tant que citoyen américain à l'intervention de l'État, pas d'une entité privée, de l'État sur sa liberté d'expression. Ça veut dire que peut-on dire et que ne peut-on pas dire? Jusqu'où peut-on aller justement sur le territoire américain? Prenons le type d'expression qui pose le plus de problèmes, qui est la fameuse haine. La haine est parfaitement légale au regard du premier amendement de la Constitution américaine. Une plateforme à titre privé peut parfaitement décider d'interdire la haine sur ces espaces. Par contre, l'État américain ne peut en aucun cas intervenir dans l'expression de la haine du citoyen américain ordinaire, sinon c'est une violation du premier amendement, ce qui est extrêmement grave. Vraiment, c'est l'équivalent de... Alors, on n'a pas ce genre de crime en France, mais du temps de De Gaulle, c'était l'équivalent d'un crime de haute trahison. Enfin, c'était quelque chose qui... Donc, que peut-on dire aux États-Unis, par exemple, que l'on ne peut pas dire forcément en France? Les Juifs ou les Noirs ou ce que vous voulez. C'est parfaitement légal. Vous avez le Ku Klux Klan est légal. Ils ont des représentants légaux. Il y a des nazis qui défilent. Les États-Unis ont une culture politique extrêmement différente de la nôtre, avec un cultural gap considérable qu'on a tendance à totalement oublier et gommer. On n'a absolument rien qui ressemble au premier amendement en Europe, encore moins en France. La liberté d'expression en France est très contingentée, qui plus est, c'est un sport de riches. Si vous prenez un procès pour diffamation et que vous le gagnez, les frais d'avocat la plupart du temps seront pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est réservé à une élite riche, qui plus est, qui a les moyens de s'exprimer publiquement. Donc concrètement, l'arrivée de Brendan Kerr au gouvernement, quelles vont être les conséquences justement de ce nettoyage la conséquence sur la communication aux États-Unis? La conséquence d'un point de vue strictement juridique va être que les Américains ont l'équivalent de la LCEN, la loi sur la confiance en l'économie numérique, qui fait que les plateformes ne sont pas responsables également de ce que peuvent raconter les gens sur la plateforme. Et ça serait difficile de faire autrement, vu le million de personnes qui communiquent en permanence, ils ne peuvent pas être responsables juridiquement de tout ce qui se dit. Aux États-Unis, c'est l'article 230 qui est à peu près la même logique. Toutes les plateformes qui se seraient livrées à de la censure sur leur plateforme ne pourront pas faire appel à l'article 230 pour se protéger de la responsabilité juridique de ce qui est dit sur leur plateforme. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas opérer, vu qu'elles vont se retrouver, si elles ont fait de la censure, du jour au lendemain, responsables juridiquement de tout et n'importe quoi sur leur propre plateforme. Et là, c'est absolument impossible. Personne ne peut modérer des millions, si ce n'est des milliards d'utilisateurs en s'assurant que chaque message pondu sur la plateforme soit conforme au droit. Donc, très concrètement, c'est une mise à mort des réseaux sociaux qui continueraient à faire de la censure. Donc, on extrapole et on fait un peu de prospective pour bien comprendre justement d'un signal faible ce qu'il va en advenir. D'ici 2 à 3 ans, on va dire, une fois que le nettoyage est fait, concrètement, quel va être le statut des réseaux sociaux aux États-Unis et quelle va être la conséquence politique, on va dire? Alors, le statut des réseaux sociaux sera probablement toujours sous l'égide de l'article 230, l'équivalent de la LCEN en France. Ils vont très certainement mettre fin à toute forme de censure et du coup mettre en place une véritable liberté d'expression telle que l'envisage la démocratie américaine. Et j'insiste, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Ça n'est pas du tout une liberté d'expression absolutiste. Quand vous avez des gens qui vous expliquent que tout ça c'est de l'absolutisme, c'est très relatif. C'est par rapport à la liberté d'expression dont on dispose en France, qui est très maigre, c'est effectivement absolutiste, mais elle est parfaitement encadrée aux États-Unis et la Constitution américaine est là depuis près de 250 ans, quasiment 250 ans. La nôtre a même pas une 60aine d'années et elle commence à battre de l'aile. Donc on aurait tout intérêt à regarder cette très vieille démocratie, la plus vieille du monde, avec un minimum de respect. Ces règles sont les mêmes depuis plus de 2 siècles et demi, presque 2 siècles et demi. Elles tiennent la route. C'est vraisemblablement qu'il y a quelque chose de solide. Fabrice, je vous propose de marquer une courte pause et de nous partager ce que vous envisagez comme impact sur les médias français. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans ce numérique pour tous, spécial cartel de la censure, on retrouve Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po et serial entrepreneur. Alors Fabrice, pour aller plus loin, effectivement, ce cartel de la censure va essayer de démanteler ces fameux GAFAM qui nous ont caché certaines choses. Quelles vont être les conséquences très opérationnelles sur le marché de l'information américaine ? Elles sont déjà là, les conséquences sur le marché de l'information américain. CNN fait 100 000 téléspectateurs d'audience. Joe Rogan, qui est le podcast le plus populaire aux États-Unis, fait 23 millions de downloads par épisode. Donc c'est fini, le match est plié. MSNBC, je crois que leur audience pour leur émission d'Access Prime Time, c'est de l'ordre de 80 000. 80 000, c'est beaucoup moins que LCI, qui est la 3e chaîne d'infos française, alors que eux ont un bassin d'audience avec une population de 450 millions de personnes. Alors ces chiffres concrètement, que signifient-ils ? Ça signifie que c'est terminé. Il n'y a plus d'audience auprès des médias mainstream américains. C'est fini. Et puis par ailleurs, il n'y a plus la moindre confiance. Les États-Unis sont le pays dans lequel on a le moins confiance envers les journalistes et les médias. Il y a une personne sur 5, 25% de la population, qui croit que ce qui est dit par les médias est une réalité et reflète les faits. Donc où va-t-on chercher l'information demain ? Eh ben, on va la chercher un peu partout, et puis on fait ce qui était le travail des journalistes hier, c'est-à-dire croiser l'information, la vérifier, s'assurer qu'elle est exacte, qu'elles proviennent d'un hurluberlu sur les réseaux sociaux ou qu'elles proviennent d'un média qui, hier encore, était très sérieux parce que plus personne ne vérifie quoi que ce soit. Et derrière ce chiffre qui est catastrophique pour les médias américains, français aussi, hein, on est à peu près dans les mêmes... On va y venir. Derrière ce chiffre qui est catastrophique sur la crédibilité des médias américains, il y a une réalité qui est que les médias américains, effectivement, véhiculent une quantité de fake news absolument phénoménal. Donc le citoyen, vous dites, va faire le travail d'investigation justement en croisant plusieurs informations. C'est déjà en place en fait. C'est quelque chose qu'on ne regarde pas en face, mais c'est déjà en place. Quand on a une personne sur 4 seulement qui croit ce qui est écrit dans les médias, la réalité c'est que vous avez 3 personnes sur 4 qui sont déjà passées à un autre mode de consommation de l'information. Alors où va-t-on sourcer justement la vérité de l'information ? C'est un travail de journaliste qu'on apprend dans les écoles de journalistes. On croise les sources, on cherche des sources différentes de la même information, de façon à s'assurer que c'est une réalité. C'est compliqué, ça prend du temps, on peut pas faire ça sur toutes les informations. Donc à défaut de le faire, il faut essayer de trouver des gens qui relaient des informations, qui eux-mêmes font ce travail préalablement, ce qu'on appelle des influenceurs ou des journalistes. C'est exactement la même chose de nos jours. Et puis, il y en a qui sont dignes de confiance. Hein. Tous les influenceurs ne sont pas des escrocs. Pareil pour les journalistes, ce ne sont pas tous des diffuseurs de fake news. Il ne faut absolument pas se répandre dans ce genre de préjugés. Il y a des influenceurs et des journalistes qui font un vrai travail de vérification des informations. Mais, faut être honnête, c'est pas si courant que ça. La plupart du temps, ils ont tout simplement pas les moyens de le faire. C'est même pas une volonté délibérée de désinformer, ce qui peut être le cas parfois, mais la plupart du temps, c'est vraiment juste des conditions de travail qui font qu'ils ne peuvent pas vérifier l'information. Donc si on transpose ce que vous dites au marché français et au marché des médias français, demain, quelles sont les hypothèses plausibles, on va dire, d'évolution, de consommation du média demain sur notre territoire ? On est dans la même situation en France. Hein. Je vous citais le chiffre de 25% des Américains qui pensent que ce qui est rapporté par la presse est la vérité. En France, on est à 27%. À peine mieux, et le décalage avec nos voisins est spectaculaire. En Allemagne, on est aux environs de 50%. En Norvège, on est à plus de 75%. Donc c'est un problème qui est vraiment spécifiquement français. La confiance envers les médias en France a totalement disparu. Et les gens sont déjà passés à un mode de consommation de l'information, malgré les cris d'orfraie de beaucoup de médias qui disent que grosso modo, ce qu'ils racontent est parfaitement exact, mais que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est des purs mensonges. Personne n'est dupe, en tout cas 3 Français sur 4 ne sont pas dupes et sont eux-mêmes perdus dans ce déferlant d'informations qu'il faut vérifier, croiser, avec ce danger qui est gigantesque et de prendre des informations qui vous font plaisir pour des réalités. Ce qui est vraiment le pire danger qui guette et les citoyens et les journalistes. Vous qui êtes un fervent consommateur de Twitter et qui vous exprimez beaucoup sur ce réseau, il avait été promis il y a 2 ou 3 ans entre Elon Musk et Thierry Breton qu'on allait démanteler quelque part ces bulles de filtre où justement on est toujours assujetti à la même information. Quel est le statut aujourd'hui et alors comment il faut-il consommer du X aujourd'hui ? Alors le statut c'est qu'aujourd'hui il y a un nombre conséquent de journalistes qui décident de s'exiler sur une autre plateforme de façon à être dans une bulle de filtre. Donc on est dans le ridicule. On a eu un bras de fer entre Elon Musk et les autorités européennes à travers Thierry Breton qui fait que Thierry Breton s'est retrouvé au chômage. On a eu des menaces très claires, explicites
et publique de la part d'Elon Musk, qui menaçait Thierry Breton de révéler les demandes de censure de l'Union européenne, qui le menaçait de sanctions tout à fait arbitraires, demande de censure auquel Facebook s'était plié. Donc on peut imaginer que un jour ou l'autre, Twitter révèle tout ça en ouvrant ses archives pour ce qui est de la dimension européenne. Pour l'instant, on a eu des révélations à travers les Twitter Files sur ce qui s'était passé aux États-Unis et au Brésil, mais rien en ce qui concerne l'Europe. Ça pourrait arriver demain. Et tout ça va se transformer en bras de fer. C'est déjà d'ailleurs transformé en bras de fer entre Twitter et les autorités européennes. La différence, c'est qu'entre-temps, Twitter, Elon Musk est devenu, pour ainsi dire, le vice-président des États-Unis. Donc déjà qu'à l'époque où c'était juste l'homme le plus riche du monde, le bras de fer menait à l'éviction du commissaire européen Thierry Breton, maintenant qu'il est vice-président, je pense que ça... Une minute pour conclure, Fabrice. Donc, si demain vous deviez évoquer 3 pistes sur l'avenir des médias en France, avec votre regard, un peu dystopique, je te dois le dire, quelles seraient-elles ces pistes? Je pense qu'il y a une partie de la population, notamment les plus âgés, qui vont se réfugier dans des vieux médias et continuer à croire ce qu'on leur dit de croire parce qu'on leur donne des choses rassurantes à croire, qu'elles soient vraies ou faux, peu importe. Les gens ont juste envie de croire ce qui les conforte dans leurs opinions, surtout quand ils sont vieux. Alors que les jeunes, eux, ont un biais qui correspond, qui les rend plus enclins à croire ce que leur père leur raconte. C'est 2 biais totalement différents. Il va y avoir probablement une voie qui va se dessiner, qui va être l'intelligence artificielle, qui n'est pas la panacée universelle, mais qui donne déjà des résultats prometteurs, notamment celle de Twitter, qui est connectée au flux d'informations de Twitter, et qui, à travers les community notes, arrive à repérer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et qui permet, moi j'en ai fait l'expérience sur la France, ça n'a rien d'extraordinaire, ça demande encore à être travaillé. Par contre, sur des pays qui ne sont absolument pas couverts par ni la presse internationale et dont la presse locale est plus que douteuse, je pensais, hier j'ai fait l'expérimentation sur le Congo, dans lequel il y a des massacres atroces qui se passent depuis des années dans l'indifférence la plus totale. Et l'actualité quotidienne ou hebdomadaire ou des analyses géopolitiques faites par une intelligence artificielle sur le Congo, notamment celle de Twitter, c'est très convaincant. Encore faudra-t-il aller puiser dans une cohorte d'informations qui n'est pas alimentée par des fake news? Non, Twitter sait faire la différence entre les fake news et arrive un peu à faire la différence entre les vraies news et les fake news grâce aux community notes qui sont un dispositif communautaire qui permet d'évaluer les informations, de les rectifier et du coup d'indiquer à l'intelligence artificielle que cette information ne doit pas être prise en compte parce qu'elle est fausse. À suivre. Merci beaucoup Fabrice Epelboin. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.